Thank you very much, David. We appreciate it. And we're going to open up the floor again for questioning. Monsieur Ben Hajouja, do you have any questions, or should I go for the floor directly? Can you hear us, David? Yes. All right, perfect. And you can ask questions in any language that you might. يمكنكم طرح الأسئلة بأي لغة شئتم وسنقوم بالترجمة. تفضل أستاذ. Can we provide a mic up there? Or we'll start here. We're going to come back to you. 30 seconds for a question or a comment, please. Go ahead. Bonjour. Donc, Mohamed Chertouh, directeur central santé et sécurité environnement à Sonalgaz. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer? Nous participons à tous les programmes pilotés par la GIZ. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer sur la ventilation des coûts des dommages environnementaux par secteur d'activité? Est-ce qu'on peut généraliser les résultats des dommages régionaux sur tout le pays? Et comment ont évolué ces coûts de dommages environnementaux durant la pandémie? Merci. Oui, on a ce qu'on a actuellement, des résultats récents en Algérie vont couvrir essentiellement l'échelle nationale. Mais ces dommages ont été calculés par domaine de l'environnement, donc l'air, l'eau, les déchets, etc. Et des redécoupages sont possibles selon ces domaines. Et des recoupages sont possibles selon les régions dans lesquelles ces domaines sont plus particulièrement concernés. On a fait un tel redécoupage lors de l'élaboration du plan national climat, par exemple. All right. We promised the gentleman at the back to ask a question. Go ahead. Merci. Youssef Bazizi, Office national des statistiques. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Maradan pour son exposé, qui a mis au cœur de celui-ci tous les aspects méthodologiques. Moi, j'ai deux petites questions. L'une au sujet un peu de la conclusion, au sujet de l'effet de la remédiation sur les dommages environnementaux. Donc, est-ce que ces conclusions sont si pertinentes que ça quand vous dites que la marge d'erreur est de l'ordre de 27%? Donc, quand on sait que, c'est-à-dire, est-ce que les évolutions en termes de dommages environnementaux qui sont calculés en Algérie, est-ce que ces évolutions ne se situent pas dans le même intervalle de confiance au vu de l'importance de cette marge d'erreur? Auquel cas, si ces évolutions, ces ordres de grandeur sont dans le même intervalle de confiance, on ne pourrait pas statuer sur les évolutions. Ça, d'une part, la comparaison des évolutions dans le pays, et d'autre part, la comparaison entre l'Algérie et d'autres pays du Maghreb ou d'ailleurs. Est-ce que ces comparaisons sont pertinentes quand les proportions sont aussi proches au vu de cette marge d'erreur? Par ailleurs, la deuxième question, c'est au sujet un peu de l'indice du bien-être. Donc, dans votre exposé, vous dites que le bien-être aurait diminué entre 1990 et 2015 de 3,6%. En tout cas, nous avons fait des études sur la pauvreté. Et le dernier chiffre concernant la pauvreté remonte à 2011, qui a été estimé à quelque chose comme 5,5%. La proportion de population algérienne vivant en dessous du seuil de pauvreté a été estimée pour l'année 2011 à 5,5%. Cette proportion était de l'ordre de 15% en 95. Donc, il y a une réelle augmentation du pouvoir d'achat pour qu'on puisse arriver à cette diminution du taux de pauvreté. Et donc, mon questionnement, c'est au sujet un peu de la méthodologie de cet indicateur de bien-être que vous avez présenté ici. Merci. Okay. David, do you prefer that we take another question so that you answer them all at once? Au niveau de la marge d'erreur. Alors, c'est clairement je vous l'ai dit, c'est clairement un enjeu. Je vais
vais vendre ma discipline ici, un petit peu. Le problème n'est pas la marge d'erreur. Le problème essentiel est de ne pas la connaître ou de ne pas la demander. Je pourrais dire qu'on veut mettre en place des politiques environnementales. Sur quelle base on peut le faire? Quelles sont les informations que l'on a à disposition? On a des informations. C'est la première étape. On les collecte, on les met en perspective. C'est ce qu'on a fait en 1999, 2002, pendant cette période en Algérie. On a fait ressortir ces informations. Il a fallu une quinzaine d'années pour, au niveau des calculs économiques, avoir une information supplémentaire, renseigner la marge d'erreur. C'est une avancée qui est très très claire. Mais c'est une question de moyens maintenant. On peut refaire ces résultats avec une marge d'erreur de 2 ou 3%. Mais il faudrait investir dans la collecte des données quelques millions de dollars supplémentaires. Je ne pense pas que ça vaut la peine. Je pense que ça serait gaspiller de l'argent. Sur la base des résultats actuels et de leur marge d'erreur, on a déjà des indications suffisamment convaincantes pour prendre des décisions, aller de l'avant. Mais la marge d'erreur, c'est une question d'investir dans la collecte des données, d'investir dans la précision des méthodes. Ce que l'on peut faire avec 25% de marge d'erreur, avec plus de moyens, plus de chercheurs, plus d'enquêtes, on pourra le faire avec 5%. Mais en toute franchise, je serais très content pour mon business si on me disait il faut le refaire avec quelques millions de dollars et puis réduire la marge d'erreur. Mais ça serait du gaspillage. Les évidences sont suffisamment fortes et suffisamment convergentes pour mettre cet argent dans justement les priorités d'action. Justement, on sait que ça va, c'est là où est l'intérêt maintenant. Mais on sait ce qu'il faut faire pour réduire les marges d'erreur. Et n'oublions pas que c'est aussi très subjectif. Hein. Personne ne demande la marge d'erreur du produit intérieur brut. Pourtant, elle est conséquente aussi. Hein, les dernières estimations que j'ai vues pour un pays comme la Suisse, c'était des marges d'erreur de quelques points de pourcentage. Hein. Quand je dis quelques points, c'est entre 5 et 7%. Ça m'a paru extraordinairement élevé lorsqu'on se base sur des projections de croissance qui sont à des dixièmes de pourcent. Mais ça pose des questions. Ça pose des questions, ces marges d'erreur, et c'est clairement un enjeu pour l'avenir. La deuxième question, alors sur l'indice le Increasing Wealth Index. Hein. Alors effectivement, ce sont des calculs où on cherche à monétariser la valeur du capital économique, naturel et social d'un pays, et on suit ses fluctuations au cours du temps. La méthodologie, si vous cherchez Increasing Wealth Index Report, hein, le dernier qui a été fait doit porter sur l'année 2019, sauf erreur, vous avez une explication relativement claire de la méthodologie pour arriver à ces résultats. Hein. On passe toujours justement par ce transfert entre unité physique et unité monétaire, hein, sur la base de ces prix ombres, hein, ou de ces prix de transfert, hein, pour pouvoir aboutir à ce type de résultats. Ces résultats sont très intéressants, surtout qu'eux sont strictement comparables entre les pays, hein, et vous avez dans cette base de données de l'Increasing Wealth Index, hein, une panoplie, hein, je dirais plus d'une cinquantaine, une septantaine de pays, hein, sur lesquels existent des résultats. Peut-être pour faire un lien, cet Increasing Wealth Index, c'est une suite, hein, de l'indice de l'épargne véritable. Hein. Pour vous donner peut-être une illustration, si une année donnée dans un pays, le PIB croît de 5%, mais qu'en même temps, la valeur des ressources fossiles entraînées dans le sol ont diminué d'une valeur de 5% parce qu'on les a utilisées. Justement, pour nourrir cette croissance économique, on arrivera à un indice qui montre un seuil de 0. Hein. Le gain de croissance
est compensé par la perte de ressources naturelles. Dans cet indice de développement véritable, on veut inclure aussi le capital humain, donc l'état de santé de la population. En l'état, et selon les informations que j'ai, cette partie-là n'est pas encore incluse dans les chiffres actuellement disponibles. Thank you, David. We have time for one last question. I'm proposing the ma'am here to go ahead and ask a question. Micro. Merci. Donc, je suis Madame Lamèche du ministère de l'Environnement. Je voulais juste apporter quelques informations donc à l'assistance parce que bon, nous avions travaillé avec justement Monsieur Maradan. Moi personnellement, j'ai travaillé dans le cadre donc du dernier Plan national d'action environnement et du développement durable, le plan EDD. Et nous avons eu donc justement un renforcement de capacité par rapport justement au calcul des coûts de remédiation et de dégradation avec le comité PNAE-EDD qui est composé donc de 22 secteurs. Les coûts de remédiation et de dégradation, ils sont importants parce qu'ils orientent la stratégie de l'environnement et aussi ils sont institués par un décret. Donc il y a un décret d'élaboration du PNAE-EDD qui institue donc l'élaboration donc dans la stratégie nationale de l'environnement, les coûts de remédiation et de dégradation. Aussi le plan national d'action à l'environnement et du développement durable, donc qui est élaboré à partir du rapport national d'état de l'environnement, donc qui a été finalisé, qui sera présenté prochainement au secteur. Donc il y a plusieurs experts qui ont travaillé, thématiciens, et il y a un autre expert donc qui a fait la synthèse, qui est ici donc présent dans la salle. Et donc ce rapport, il est aussi institué donc par le décret du plan EDD qui sera présenté prochainement donc au secteur. Alors on sera obligé après d'actualiser le plan national d'action à l'environnement, et je souhaiterais donc demander à Monsieur Maradan si on sera appelé à refaire les calculs, parce que pour l'année 2017, on a justement contacté l'ensemble des secteurs pour avoir justement les données, le calcul des coûts de remédiation et de dégradation. Voilà. Merci. Merci, madame. Alors, effectivement, lorsqu'on a une nouvelle stratégie, c'est toujours intéressant de recalculer ces coûts de la remédiation, de les remettre en lien avec les coûts des dommages. Après, c'est une question de priorité aussi, parce que c'est des calculs qui vont nécessiter passablement de temps. On les fait sur des périodes de 6 à 8 mois. Il faut voir s'ils font réellement améliorer la prise de décision, ou si en l'état, comme je l'ai dit, on arrive à cerner les priorités. Là-dessus, je veux remercier quelqu'un. Bon, il y a en Algérie, chaque fois qu'on faisait ces études, ça impliquait énormément de ministères. Énormément de volonté de la part aussi du ministère de l'Environnement, de l'action là-dedans. Et là-dessus, il y a Monsieur Ahmed Fekari de la GIZ qui a constamment porté cette énergie pour mettre à jour. Et je dois dire que lui serait bien mieux à même que moi pour répondre à cette question. Thank you, David. We'll have to stick to the schedule, guys. I apologize for not being able to open the floor for everybody in here. We can take your questions a little bit later and communicate them directly to David and get back to you with answers. We promise to do that.